Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 23 mars, voici les titres du 18h. Nous serons en direct avec Jim Moskowitz, le calendrier s'accélère, un comité de concertation se tiendra demain matin. On s'attend à des mesures plus strictes au vu des chiffres Covid qui augmentent. Reportage chez Bipost qui a lancé hier les tests rapides dans plusieurs centres de tri, un projet pilote censé s'étendre à toutes les entreprises où le télétravail n'est pas possible. Manifestation de soutien aux hébergeurs de migrants. Ils doivent à nouveau s'expliquer devant la justice. Leur procès en appel démarrait ce matin. Immersion dans l'œuvre de Gustav Klimt, une expérience à vivre à la galerie Horta et à découvrir en fin de journal. Se dirige-t-on vers de nouvelles mesures plus drastiques, vers un lockdown sévère, limité dans le temps? Jim Moskowitz, on va tenter de faire le point avec vous. Plusieurs réunions ont eu lieu aujourd'hui, une autre a encore lieu ce soir. Un comité de concertation se tiendra également demain matin. Oui Valérie, ce comité de concertation, il devait avoir lieu à la base vendredi, mais il a donc été avancé à mercredi matin. Pour rappel, la semaine dernière, un autre comité de concertation avait été avancé à vendredi et à l'époque, des mesures avaient été renforcées, on va dire légèrement, notamment concernant l'enseignement, encore le report du plan plein air. Cette fois-ci, Alexander De Croo a rencontré les ministres présidents des entités fédérées cet après-midi. Il rencontrera les vice-premiers ministres ce soir pour préparer ce comité de concertation de demain. Et on imagine et on pense que si ce comité a été avancé à mercredi, c'est pour faire des annonces qui sont attendues, des annonces qui devraient être plus fortes que celles de la semaine dernière. Le mot lockdown refait surface dans la presse, mais aussi dans la bouche de certains experts. Serait sur la table un lockdown de 4 semaines, sur les 2 semaines de Pâques, une semaine avant et une semaine après ces vacances. On parle de la fermeture des commerces non essentiels, des écoles en distanciel et d'un couvre-feu uniforme sur l'ensemble du pays et qui pourrait être revu plus tôt que ce qu'il est actuellement. Alors toutes ces mesures que je viens de vous citer, ce ne sont que des pistes qui émanent de la bouche d'experts. Ce sera aux politiques de décider. Ils décideront donc demain dès 9h. Mais vous le savez, un comité de concertation, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Merci à vous, Jim Moskowitz, pour toutes ces informations en direct. Alors, on le sait, les chiffres sont dans le rouge. Plus de 4000 nouvelles infections en moyenne par jour et plus de 200 hospitalisations. Près de 600 patients en soins intensifs. Les heures qui viennent vont être déterminantes, comme l'explique Yves Van Latem. Actuellement, l'accélération des augmentations n'est pas encore, j'ai envie de dire, on espère qu'elle ne sera pas, mais n'est pas encore aussi forte que lors de cette deuxième vague. Nous n'avons pas de phase exponentielle comme on l'a connu à ce moment-là. Le doublement des chiffres s'opère actuellement tous les 14 jours, alors qu'il y avait un doublement toutes les semaines au début de la deuxième vague. Hier, l'augmentation était de l'ordre de 42%, et on vous parle de 41% maintenant. Donc on a l'impression sur ce court laps de temps qu'on a une certaine stagnation, en tout cas qu'on n'a pas une accélération encore plus importante. Les tests rapides dans les entreprises, l'une des mesures annoncées vendredi dernier par Alexander De Croo à l'issue du comité de concertation pour les secteurs où le télétravail n'est pas possible. Les tests devaient démarrer hier, mais ce n'est pas si simple à organiser. Bipost lance un projet pilote de tests rapides dans 3 centres de tri, dont celui de Bruxelles. Les travailleurs peuvent sur base volontaire faire un test PCR et en connaître le résultat 15 minutes plus tard. Regardez. Le test rapide nécessite quelques manipulations. L'infirmière insère un écouvillon dans la narine de la personne. Le prélèvement est ensuite mélangé à un liquide réactif. On met le petit écouvillon ici dans le liquide pour que ça se mélange. On ferme le flacon. On mélange un peu. Après une dizaine de minutes, le résultat tombe. Si 2 lignes apparaissent, le test est positif. S'il n'y en a qu'une, il est négatif. C'est en ordre. Pour ce travailleur, c'est un soulagement. Bon, j'ai jamais fait le test en tout cas. C'est la première fois et je suis content. Une dizaine d'infirmières se relaient au centre de tri de Bipost pour effectuer les manipulations. 200 des 800 membres du personnel ont déjà été testés depuis hier. Nous avons constitué des listes du personnel
Chaque membre du personnel se voit offrir l'opportunité de se faire tester une fois sur sa semaine, mais donc pendant les heures de travail, mais donc effectivement ça se fait complètement sur base volontaire. Le matériel a été fourni gratuitement à Bipost par le fédéral. Il devrait en être de même pour l'ensemble des entreprises belges. Ces tests effectués sur base volontaire, lorsque le télétravail n'est pas possible, restent un défi pour le monde entrepreneurial. On va vers, et c'est notre souhait, des tests qui sont gratuits pour les entreprises. Je pense que le ministre l'a répété à plusieurs reprises, donc je présume qu'il en sera ainsi, bien évidemment. Chez Bipost, la phase de test durera 4 semaines. Les résultats seront mis à la disposition du fédéral. S'en suivra une évaluation du dispositif avec les différentes instances dirigeantes. Des actions dans les écoles. Jeudi matin, le syndicat socialiste, la CGSP Enseignement, annonce un arrêt de travail en première heure pour interpeller les dirigeants politiques sur les conditions de travail des enseignants, rendues encore plus difficiles avec le regard de la pandémie. La principale revendication des enseignants, c'est une priorité pour la vaccination. Et puis un préavis de grève a aussi été déposé pour mardi prochain, le 30 mars. De son côté, le syndicat libéral, le SLFP Enseignement, appelle lui un arrêt de travail généralisé d'1 heure demain matin. Il faudrait que les enseignants puissent bénéficier de manière volontaire des doses de vaccins excédentaires en fin de journée dans les centres bruxellois. C'est l'idée portée en tout cas par Ridouane Chahid, chef de groupe PS au Parlement bruxellois. Il a écrit en ce sens au ministre de la Santé, Alain Marron. Avec les enseignants, en tout cas les enseignants de notre commune, de ma commune, on est demandeur de pouvoir à un moment donné, de façon volontaire, établir des listes des enseignants qui sont demandeurs d'être vaccinés et qu'à un moment donné, on fournisse ces listes et que les centres de vaccins puissent contacter ces enseignants pour qu'ils soient effectivement vaccinés de manière prioritaire. Il en va de l'intérêt des enseignants, de nos écoles, de nos enfants. Et puis aussi, je rappelle qu'ici, on est dans le cadre de la survie du système scolaire, au moins en tout cas pour les mois à venir. Après avoir été acquitté en décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, 4 hébergeurs sont aujourd'hui rejugés en appel pour avoir accueilli des migrants et avoir apporté un soutien logistique à des passeurs en prêtant un téléphone ou un ordinateur. Une manifestation de soutien était organisée ce matin devant le palais de justice. Au pied du palais de justice, une 50aine de personnes sont rassemblées tôt ce matin. Banderoles, musique, discours, autant de façons de montrer leur solidarité aux hébergeurs et aux migrants qui doivent retourner sur le banc des accusés dans moins d'1 heure. Parmi eux, Myriam Berg, encore sous le choc de devoir à nouveau s'expliquer devant la justice 2 ans après son acquittement. Mais j'étais à milieu d'imaginer qu'on puisse, après tout ce que j'ai fait quand même dans la jungle, j'étais vraiment très impliquée, qu'on puisse m'accuser de profiter de la misère humaine, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et franchement, j'aurais préféré n'importe quelle accusation plutôt que celle-là, parce que celle-là, je trouve qu'elle est vraiment sale. Le ministère public ayant fait appel, 11 prévenus doivent à nouveau répondre de trafic d'êtres humains et d'appartenance à une organisation criminelle. Alors qu'en première instance, les 4 hébergeurs sont acquittés et la majorité des migrants condamnés avec sursis. Pour les avocats de la défense, c'est l'incompréhension. C'est déjà incompréhensible à la base. Mon client, il a passé 8 mois en détention préventive. Il n'y avait aucun élément dans le dossier qui montrait que mon client en fait, était impliqué dans un trafic. Et donc que le parquet lui-même demande à ce que mon client soit acquitté. Le tribunal a donné raison au parquet en première instance, a reconnu qu'il n'y avait aucun élément contre mon client, il a été acquitté. Et de manière vraiment incompréhensible, le parquet continue à s'acharner. Je dirais qu'en tout cas, on voit que le ministère public veut en faire un procès politique. Que clairement, on va aller jusqu'au bout dans la répression de l'aide aux migrants et à travers ça, de la répression des migrants eux-mêmes. Et que clairement, le ministère public va en faire un procès d'exemple, aller en appel, frapper fort pour dire non à la migration, quelque part. Le président du tribunal a prévu 2 matinées d'audience pour ce que d'aucuns appellent le procès de la solidarité. Au lendemain des commémorations des 5 ans des attentats de Bruxelles, certains déplorent le manque de visibilité du mémorial dédié aux victimes installé au cœur de la forêt de Soignes. D'autres défendent le caractère discret de ce lieu de recueillement. Une fleur blanche accrochée, un bouquet et des photos posées sur la pierre. Un hommage discret rendu aux victimes des attentats. 32 arbres les représentent, plantés autour d'un anneau de pierre.
Et pour les passants, cela reste un beau symbole. Ça s'inclut dans la forêt et c'est les arbres de vie. Donc ces personnes-là revivent un peu par le miracle de l'arbre qui va continuer à vivre. Implanté dans une clairière, il est discret ce mémorial. Seules quelques indications rappellent sa présence et certains le regrettent. C'est pas très bien indiqué non plus. Il y a des petites fiches de temps en temps, mais non, c'est pas très connu. D'où on vient, là, au parking, c'est vrai qu'on met mémorial, mais on ne sait pas de quoi exactement. Donc le mot est peut-être un peu juste, parce que les gens qui viennent ici par hasard, mémorial, mais mémorial de quoi? Donc peut-être qu'il faudrait ajouter un petit peu d'informations sur le sujet. Et pour la députée MR Aurélie Tchekalski, il mériterait d'être mieux mis en valeur, en soignant ses abords et en lui offrant plus de visibilité. Je voudrais qu'il y ait un panneau plus important en face de cet anneau, expliquant la symbolique aussi, et qu'on mette en avant davantage, en valeur, ce lieu de recueillement. Mais Bruxelles Environnement, qui gère le site, défend la philosophie de cet aménagement. Intégré dans un site classé où peu à peu la nature reprend ses droits et qui doit être avant tout propice au recueillement. Et on nous assure qu'il bénéficie d'un entretien régulier. Aucun changement n'est donc à l'ordre du jour. Seules les plaques abîmées qui signalent le lieu seront remplacées prochainement. Un deuxième crématorium à Bruxelles, en plus de celui d'Uccle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il sera construit à Evere. Le chantier démarre maintenant, avec du retard lié à la pandémie. Les travaux devraient être terminés d'ici octobre 2022. Dans le cimetière d'Evere, le chantier du crématorium commence doucement. Ce projet intercommunal veut répondre à une nouvelle demande citoyenne. C'est surtout vraiment le service en lui-même qui a changé. On a des diaporamas, on a des prises de parole, les cérémonies sont plus longues, il y a plus de monde. Et donc il fallait vraiment qu'on étoffe le service. C'est le rôle finalement d'un service public, c'est de répondre à la demande de la population. Et c'est ce que nous avons fait. Plusieurs salles de cérémonie et bien d'autres infrastructures, ce crématorium se veut un lieu de recueillement pour tout citoyen. Parmi les personnes sondées, l'avis est unanime. C'est bien que ça pourrait permettre aux gens de faire maintenant un peu ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent se faire incinérer, ils le seront ici plus près. Et voilà quoi. Et, c'était nécessaire. Avoir un crématorium à proximité, c'est la deuxième raison de la construction de ce bâtiment. À l'heure actuelle, nous avons le crématorium à Uccle et il nous semblait plus simple pour la population d'avoir un crématorium ici à Evere au niveau mobilité et parce que c'est un service à rendre aux citoyens. C'est un bâtiment de 2000 m² qui va voir le jour malgré que la crise sanitaire a impacté le projet. La fin de la construction est prévue pour octobre 2022. Important incendie à la rue de l'Enseignement ce matin qui a nécessité l'installation d'un poste médical avancé. 8 personnes ont été évacuées et transportées à l'hôpital, 16 d'entre elles pour intoxication légère, dont 2 ont été plus grièvement blessées. On ne connaît pas les causes du sinistre. Écoutez, Walter Dorieux, porte-parole des pompiers, nous explique les détails de l'intervention de ce matin. Quand nos pompiers sont arrivés sur place, il y avait le deuxième étage qui était complètement embrasé, il y avait un gros dégagement de fumée et il y avait plusieurs personnes qui se trouvaient sur leur balcon. Donc on les a évacués via l'échelle emboîtement et l'auto-échelle, ainsi que plusieurs habitants des étages supérieurs. On a aussi évacué des gens via la cage d'escalier. Parce qu'il y a eu plusieurs blessés, donc on a déclenché un plan d'intervention médicale. On a demandé l'assistance de 3 équipes médicales, 3 SMUR sur place et plusieurs ambulances. Et tous les blessés ont été retrouvés dans un local et puis selon le degré d'urgence transférés vers l'hôpital de Saint-Jean ou vers l'hôpital Saint-Pierre. Une nouvelle exposition immersive débarque à Bruxelles. Cette fois, elle vous emmène au cœur de l'œuvre de Gustav Klimt, en 2D, en 3D et grâce aussi à la réalité virtuelle. Reportage. Et si vous plongiez un instant dans l'œuvre de Gustav Klimt? Grâce à la réalité virtuelle, les œuvres du peintre autrichien prennent vie. Les musées 2.0 semblent susciter l'intérêt du public. Le public est de plus en plus informé, il est de plus en plus exposé, si on veut,
à des œuvres ou de l'art digital de très haute qualité. Et alors, ça les intéresse. Quand on parle de l'immersif digital, on est vraiment dans un environnement d'interprétation. Dans une autre salle de la galerie Horta, ce sont 1000 mètres carrés d'écran qui laissent les toiles et les sujets de Klimt s'animer. Ici, nous sommes dans la pièce principale dans laquelle se joue effectivement la vibration et la scénographie, mais il y a quand même également plein de panneaux didactiques qui vous permettent de vous replonger dans le caractère historique de l'œuvre de Klimt. Une exposition qui ne se réduit pas au digital. Vous pourrez admirer également l'œuvre la plus célèbre du peintre, reproduite en relief. C'est surtout un condensé de tout ce que Klimt a voulu exprimer. Et dans Le Baiser, tout d'abord, on a la femme. Donc Klimt n'est pas dans une démarche freudienne de retour sur soi. Il n'a aucune envie de se représenter. On n'a qu'un seul autoportrait de Klimt. Par contre, la femme est omniprésente parce que Klimt est dans une démarche vers l'autre. L'exposition ne craint pas l'absence des touristes. Sa cible, les Bruxellois. Les expos qu'on crée en général, nous, c'est des expos pour le public local. On ne vise pas énormément de touristes. L'exposition digitale sera ouverte dès demain à quelques pas de la Grand Place et uniquement sur réservation. Un mot de football, un coach de marque pour l'équipe féminine du Sporting d'Anderlecht. Il s'agit de Johan Wallem. Il a été présenté ce matin par le club. L'ancien Diable Rouge et ex-star du Sporting a entraîné l'équipe nationale de Chypre. C'est un nouveau défi qui s'offre à lui. Il se montre très enthousiaste face à l'évolution du football féminin. On l'écoute. C'est pour moi un des plus beaux moments de ma carrière, je vais dire, parce que tout a commencé ici, pas loin, à 5 km à Molenbeek, puis c'est passé à Anderlecht pendant de très très longues années avec beaucoup de succès. Et aujourd'hui, je reviens pour la deuxième fois en tant que coach. C'était un coach de 21, on a super bien travaillé ensemble. Et maintenant, reprendre le football féminin au Sporting, il n'y a pas plus beau, je crois. Bien connaître l'équipe, ça c'est mon premier objectif. Et puis après, c'est de voir, d'apporter toute mon expérience, tout ce que j'ai vécu pendant 13 ans déjà de coaching, en Belgique et à l'étranger, d'apporter ça au club, aux joueuses et peut-être d'avoir d'autres ambitions. Oui. Nous sommes mardi, vous retrouverez ce soir le magazine Autrement. Cyprien Oudemont et ses invités parleront de céramique et du travail artisanal de la terre, à l'image de Jonas Mohen qui s'attaque notamment au pavé bruxellois. Regardez. Un pavé en basalte comme ça a des millions d'années. C'est une pierre qui a été extraite de carrière certainement à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles. Elle est restée comme ça sous le goudron pendant 40 ans. Et là, d'un seul coup, elle est sortie, elle redevient un déchet, elle est jetée, alors qu'en fin de compte, c'est un objet qui a des millions d'années, qui a eu un moment, une vie, dans une temporalité qui n'est pas la nôtre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très gratifiant pour moi, en fait, d'utiliser ces matières dont tout le monde se fiche, en fait. Et la suite, ce sera dans quelques instants. L'invité de Fabrice Grosfilet demain dans Toujours Plus d'Actu sera Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine interne à Erasme. Ce sera dans Toujours Plus d'Actu, donc aux alentours de 12h20. Je vous retrouverai quant à moi à 18h. Passez une très bonne soirée. À demain.